Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour va évidemment parler d'argent, puisque c'est le problème numéro un actuellement dans le monde. L'argent qui va, l'argent qui disparaît, l'argent dont on manque. Et pour en parler, bien entendu, nul n'était plus qualifié que François de Witte. Bonjour François. Bonjour Claude. François de Witte qui est journaliste et écrivain et qui traite quotidiennement de questions d'argent, précisément sur France Info. Je rappelle des livres qui semblent issus d'un passé qu'on est en train d'oublier. Argentissime, le guide complet de vos placements aux éditions de l'Express. L'Express, un livre écrit par François de Witte en collaboration avec Nathalie Cotte. Voilà. Et puis, ce qui s'est réalisé, Appauvrissez-vous, un livre de François de Witte aux éditions Bourrin Éditeur. Alors, ces deux ouvrages ne sont pas très anciens. Le plus récent est celui Argentissime, celui de vos placements. La dernière fois que nous avons eu le plaisir et l'honneur, cher François, de vous accueillir, c'était au mois de mai 2007. C'était, j'allais dire, avant-guerre. Nous sommes maintenant en plein cœur d'une crise, d'une tourmente financière. À l'époque, je m'en souviens, vous étiez, bon, pas optimiste, ce serait beaucoup dire, mais relativement confiant. Nous n'avions pas encore commencé de ressentir les effets de la crise des subprimes. Tout a commencé à ce moment-là, au mois d'août 2007, donc quelques mois après votre dernière émission ici. Et puis, depuis, nous savons très bien tout ce qui s'est passé. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes vraiment en pleine catastrophe? Ou bien est-ce que, de nouveau, quelques lueurs d'espoir peuvent apparaître? Je crois, si vous voulez, il faut être prudent aujourd'hui, parce que nous avons tous péché par optimisme. Et je dirais même les dirigeants d'entreprise comme les politiques. Personne n'a vu au départ, sauf peut-être il y a eu un économiste américain qui s'appelle Roubini, qui a l'air d'avoir assez bien jugé la situation. Personne n'a vu, je crois même pas lui d'ailleurs, parce que c'était pas perceptible, l'ampleur du sinistre bancaire, je dis bien. On ne connaît pas encore tout à fait, parce que, si vous voulez, contrairement à la bourse, on sait combien il y a de titres qui s'échangent tous les jours, quel est le volume des transactions. Lorsqu'on rentre dans les produits dérivés ou dans les outils financiers que les banques ont mis en place, qu'elles ont ensuite vendus à des tiers, mais qu'elles ont été obligées de racheter et mettre à leur bilan, eh bien, ces nouveaux outils financiers qu'on appelle des CDO, des SIV, peu importe, et peu importe comment ça fonctionne, eh bien, il y en a des quantités absolument astronomiques. Et si vous voulez, aujourd'hui, les banques, on leur dit, faites du crédit, mais c'est très gentil de faire du crédit. Quand on fait du crédit, on crée un élément d'actif, et il faut avoir un élément de passif de l'autre côté de son bilan. L'élément de passif qu'on a, c'est soit ses fonds propres, son capital, soit ses dettes, soit les dépôts de ses clients. Enfin, je fais très simple. Et les banques d'affaires n'ont pas de dépôt de clients, mais heureusement, les grandes banques françaises, notamment, ont des dépôts. Mais on ne peut pas augmenter les dépôts à une vitesse supérieure à ce que peut permettre l'économie. Surtout quand elle est au ralenti, les dépôts n'augmentent pas très vite. Quant aux fonds propres, eh bien, pour avoir des fonds propres, il faut émettre des actions, donc il faut intéresser le marché financier. C'est fini, à part l'État, qui est capable de mettre des fonds propres, ou ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des trucs, des titres de, disons, capital, mais qui ne sont pas exactement du capital. Et la troisième manière, c'est l'endettement. Et le problème des banques, c'est qu'elles ne peuvent plus s'endetter. Elles ne peuvent pas émettre des obligations comme ça dans le public, parce qu'il faudrait qu'elles payent des taux d'intérêt absolument astronomiques. Donc, on est dans une situation bancaire où, disons, la bulle financière, parce que la vraie bulle, c'est la bulle financière, bien entendu, la bulle immobilière, on en a parlé, bien entendu, mais elle a été entretenue par la bulle financière. C'est parce que des gens qui ne pouvaient pas s'endetter se sont endettés que ça a créé la flambée des prix immobiliers, etc. Donc, on est dans une bulle financière qui se dégonfle progressivement, mais où il apparaît que pour vraiment remettre la machine en route, il faut sans doute des centaines de milliards d'euros, je parle uniquement pour les banques européennes, qui ne sont disponibles qu'à la Banque Centrale Européenne, au risque d'ailleurs de dégrader son propre bilan. Ce qui est le cas, c'est ce qui est en train de se produire aux États-Unis. La Federal Reserve Board, le bilan a plus que doublé en un an.
Donc les gens se disent, et puis il y avait du bon papier dans les sous de la Federal Reserve Board qui s'appelait des bons du Trésor. Maintenant il y a du très mauvais papier qui voisine avec le bon, d'où le problème sur le dollar. Alors, les très mauvais papiers, ce sont des titres... Ce sont des titres que la banque a pris en pension, si et je qui puis sont dire. un petit peu des titres pourris, dont Et on ne sur sait les titres plus dont on ne sait pas très bien s'ils ont ce qu'ils encore valent. une valeur. Voilà. Voilà. Ils ont une valeur, mais on ne sait pas laquelle. Voilà. Alors donc, si vous voulez, on a encore cette crise bancaire. Ce que l'on peut craindre, c'est qu'elle dure encore un certain temps. Et pendant ce temps-là, les gens vont se plaindre en disant « je ne peux pas m'endetter ». Et si vous voulez, tant que l'argent ne circule plus dans les rouages, eh bien, vous avez une difficulté à relancer l'économie. Cela dit, je veux dire, ça c'est la vision la plus noire, si vous voulez, d'une crise qui peut durer 3-4 ans. Et qui peut faire en sorte qu'on dise ben, les banques, ça ne vaut plus rien. Parce que les banques, ça repose sur la confiance, ça repose sur quand même des bilans qui sont quand même beaucoup plus fragiles que la plupart des entreprises. Les entreprises, elles ont des machines, elles ont des immeubles, des outils, elles ont des stocks. Les banques, c'est de l'argent, elles sont plutôt locataires de leurs immeubles, elles n'ont pas beaucoup d'actifs propres. Donc on voit qu'on a une économie réelle qui est en train d'être engluée dans une crise de l'économie financière, parce qu'il n'y a pas de doute, si vous voulez, que les banques ont largement, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas, en partie ça tient à leur propre appétit du gain, etc., de leurs dirigeants, de leurs cadres, etc., de ceux qui avaient des bonus ou des stock options, mais ça tient aussi à la pression qui est exercée par les actionnaires en disant il faut être super rentable, et en fait on a demandé aux banques des niveaux de rentabilité totalement déraisonnables en fait. Et pour vous donner un exemple, il y a 25 ans, aux États-Unis, le secteur bancaire représentait 5% de l'indice Standard & Poor's, qui est 500 entreprises, donc c'est un indice, on dit, très large. Et il y a encore un an, les banques étaient passées de 5 à 25% de cet indice. Donc on voit bien que leur place dans le dispositif boursier américain avait été multiplié par 5 en l'espace de quelques années. C'est vrai aussi en France. Le CAC 40 est un indice qui est très lourdement placé en banque. Il était très technologique au début des années 2000, parce qu'il y avait France Télécom notamment, qui représentait 15% de l'indice. Maintenant, les banques ont représenté jusqu'à 25, je crois même 30% de l'indice CAC 40. Maintenant, c'est descendu parce qu'elles ne valent plus grand-chose. Mais si vous voulez, on est encore aujourd'hui... ce que je veux dire par là, c'est que il y a encore peut-être des inquiétudes à se faire pour l'indice CAC 40 qui peut encore baisser. Alors, il y a eu, d'après les estimations, 25 000 milliards d'euros qui sont partis, ou de dollars, je ne sais plus exactement, enfin ça ne fait pas une très grande différence, ils sont partis en fumée, je crois que c'est sur les bourses mondiales. Voilà. Effectivement, les bourses ont plongé d'environ 40 à 50% selon les bourses. Et vous parliez à l'instant d'entreprises qui ne valent plus rien. Prenez le cas des entreprises de l'automobile. Aujourd'hui, même si elles ont des actifs qui ne valent pas rien, aujourd'hui, vous prenez une entreprise européenne ou une entreprise américaine, bon, elles ne valent presque plus rien. C'est vrai. Mais c'est un côté artificiel. Elles sont très sous-évaluées. Très sous-évaluées. Alors je parle pas nécessairement de General Motors qui a une grosse surcapacité de production. Mais effectivement, Peugeot, Renault sont complètement sous-évalués. Mais il faut se rappeler que c'est pas quelque chose de totalement aberrant. Moi, j'en rappelle très bien, à la fin des années 80, début des années 90, Peugeot valait 2,8 fois ses bénéfices. Alors que, disons, l'indice boursier était à 10-12. Donc aujourd'hui, Peugeot doit valoir 2 fois ses bénéfices. Donc on n'est pas, vous voyez, c'est pas radicalement nouveau non plus. Non, voilà. Donc l'automobile, parce que c'est cyclique, parce que en plus aujourd'hui, on voit bien que le marché automobile est quand même difficile, que les gens vont peut-être changer un petit peu de structure de consommation. Puis après tout, on peut différer l'achat d'une voiture de 3, 4, 5 mois. Mais ceci dit, je ne suis pas totalement inquiet sur la consommation. Je dirais qu'aujourd'hui, la France est un pays peu endetté. Les Français sont peu endettés. Les Français ont encore envie de consommer. On vient d'avoir les statistiques sur la consommation de produits industriels au mois de novembre. Plus 0,5%. Elle était en baisse en octobre, mais elle était en hausse en septembre. L'INSEE nous prédit une baisse de 0,8 points de la richesse nationale au 4e trimestre. Bien, moi je sais pas, vous voyez les magasins aujourd'hui à Paris, on se déplace mal et je crois que on vous parle des sports d'hiver, etc. La consommation elle est encore là en France. Donc on n'est peut-être pas dans une situation tragique.
parce que, encore une fois, on a moins besoin de dettes que les États-Unis ou le Royaume-Uni ou le Danemark, si vous voulez, où les gens sont très endettés. La France, oui, vous faites une différence entre l'endettement de l'État, qui est très important en France, même s'il est moins important que d'autres, et l'endettement des ménages, qui lui est nettement moins fort en France, et où il y a un taux d'épargne qui est relativement important. Absolument. Alors, effectivement, l'économiste en chef du FMI aujourd'hui, Olivier Blanchard, indique qu'il y a vraiment un effondrement de la demande un peu partout dans le monde. Il ne parlait pas spécialement de la France. Et il invite les États à faire encore plus que ce plan, que les différents plans qui engagent 1,5, 2% du PIB, d'une manière d'ailleurs très, très différente. Et effectivement, toutes ces appréciations me font penser quand même que la confiance ne se rétablira pas seulement par des mesures financières. J'ai le sentiment que les leçons n'ont pas encore été tirées par les États d'un certain mode de vie, non seulement des gens, mais des États eux-mêmes. Il me semble que si les États, pas tous forcément, mais en tout cas une partie d'entre eux, avaient la bonne idée de faire un mea culpa, dire vraiment nous avons dépensé trop et nous avons créé une consommation artificielle dont finalement les gens n'avaient pas forcément besoin, je me demande si ça n'aiderait pas à la prise en compte d'une certaine confiance. Le problème, c'est que les gens, j'écoutais encore la radio tout à l'heure, en venant, tout le monde attend que quelqu'un apporte des réponses, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà où nous allons, et donc quand on est président de la République ou Premier ministre, on attend de vous disons une attitude, je dirais, responsable et une vision, alors que personne ne sait où on va. Donc là, je nuancerai votre propos dans la mesure où, à partir du moment où on ne sait pas où on va, alors avouer qu'on ne sait pas où on va, les gens disent, c'est pas la peine, on vous paye pour savoir où on va. Donc, mais simplement, ce que les gens ne mesurent pas, ce que l'opinion publique ne mesure pas. Moi, j'entends encore les gens réclament pour du pouvoir d'achat, pour ceci, pour ça. Aujourd'hui, on est dans une crise grave où, effectivement, si on peut garder son job, si on peut encore rembourser son appartement, qu'on a assez d'argent pour ça et qu'on peut même mettre de l'argent de côté, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, eh bien, on est quand même un peu à l'abri. On a 12 millions de retraités qui n'ont pas de souci à se faire, les retraites continueront à tomber. Alors, on a 7 millions de fonctionnaires qui n'ont pas de souci à faire, ils garderont leur job, ils sont plutôt mieux payés que dans le privé. Et on a, disons, 10 millions d'enfants qui sont un peu protégés quand même par leurs parents. Bon. Et donc, il y a toute une partie de notre pays qui n'est pas vraiment inquiétée. Mais ce que je veux dire, c'est que on demande à des situations d'une complexité invraisemblable. Quand vous voyez que le livre sterling perd 20% en quelques semaines, quand vous voyez le dollar flambe et qui s'écroule, quand vous voyez que le pétrole perd les 2 tiers de sa valeur en 3 mois ou 4 mois, comment voulez-vous faire des prévisions? Je veux dire, on est dans un monde qui est devenu un peu fou. Faut pas, et où on ne sait pas, si vous voulez, d'où va venir ni le prochain coup, ni peut-être la solution. Donc je crois surtout qu'il faut être modeste, il faut essayer de se dire, bien, ce que vous avez, ce qui existe déjà, c'est déjà bien. Les entreprises aujourd'hui font des gros efforts pour ne pas licencier, on fait du chômage technique, etc. Alors tout le monde s'indigne du chômage technique. Non mais attendez, les gens sont encore payés pendant qu'ils sont en chômage technique, ce n'est pas la fin du monde. C'est un moyen d'ajuster l'offre à la demande. Donc tout ça n'est pas anormal. Et je veux dire, aujourd'hui, ce débat sur le lycée, sur la seconde et les 150 000 lycéens dans la rue, on est dans la dérision la plus totale. On est dans... Alors, qui s'amuse à aller dans la rue, je veux bien, mais je préférerais qu'ils soient à l'école. Mes enfants sont déjà sortis de ce cursus-là. Mais je trouve absolument dérisoire qu'on aille se préoccuper de ce genre de sujet-là. Il faut essayer de comprendre comment on peut trouver les solutions. Je trouve que le gouvernement aujourd'hui se comporte pas trop mal, il veut pas trop s'endetter, parce qu'on est déjà, comme vous le disiez tout à fait, déjà très endetté. Mais on a un problème européen, par exemple, qui nous pend au bout du nez, c'est quand vous avez les Grecs, le gouvernement grec, quand il emprunte de l'argent, il paye 2 points d'intérêt de plus que le gouvernement allemand. Et dans une situation avant l'euro, la Grèce aurait dévalué de 25% sa monnaie. Ils auraient fait comme les Anglais. Là, ils sont coincés dans l'euro, ils ont une monnaie forte, ils sont très embêtés.
est-ce que l'euro va tenir? J'en sais rien. Vous voyez, voilà des questions. Et même la France, elle paye quand même 40 points de base de plus, bon, ce qui n'est pas énorme. Non, mais elle payait en général 15 voilà. de plus, et là elle paye 40 ou 50, ce qui prouve qu'effectivement le crédit de la France... Mais aujourd'hui, les gens se demandent même si la Federal Reserve Board américaine... va tenir le coup. Oui, parce qu'elle a, à cause de justement ces mauvais actifs. Ces mauvais actifs. Alors, autre nuance qu'il faudra introduire, mais je sais qu'entre nous c'est un sujet, non pas de discorde, ce serait beaucoup dire, mais d'appréciation un peu différente, celui que nous portons sur le problème des retraites d'une façon générale, sur les prestations sociales. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, tout simplement parce que ces prestations dépendent évidemment de l'économie. Oui. Si l'économie tourne normalement, déjà c'est très difficile parce qu'il y a des ratios qui sont défavorables, il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, mais si vraiment l'économie continue de s'effondrer, si elle s'effondre, parce que jusqu'à présent ça n'a pas été le cas, elle a baissé mais elle ne s'est pas effondrée, nous aurons aussi une crise des régimes sociaux, c'est absolument inévitable. Enfin on n'y est pas encore, c'est ça. Non, on aura surtout, là vous avez raison, je veux dire, apparemment l'année prochaine, le déficit de la Sécu sera d'1 milliard, entre 15 et 20 quoi. Voilà, va beaucoup augmenter par rapport à tout ce qui était prévu et par rapport à tous les plans. C'est justement la raison pour laquelle je suggérais, non pas à vous spécialement, mais en général à nos téléspectateurs et surtout à ceux qui nous gouvernent, d'avoir une parole d'avenir. Je veux dire par là que dans l'immédiat, chacun sait bien, et vous l'avez rappelé, il est difficile de voir clair dans une situation qui est très mouvante, mais il y a quand même des leçons qui ont commencé d'être tirées. Regardez, les gens nous disent on ne consommera plus comme avant, on ne vivra plus comme avant, nous aurons un autre rapport à l'automobile, nous aurons un autre rapport même au commerce. Les commerces de l'extérieur qui sont fondés pour l'essentiel sur les automobiles sont des commerces qui sont de nouveau en question, etc. Et donc, moi je pense, mais avec certitude, que à ces leçons doivent s'ajouter d'autres leçons qui concernent les États. Parce que les États, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous obligent à consommer des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Ils vous obligent à consommer de la santé, on peut peut-être se la payer différemment, de la retraite, on peut peut-être la prendre plus tard, etc., etc., des allocations à des gens qui pourraient peut-être travailler aussi, enfin bref, il y a toute une série de phénomènes. Alors je veux bien qu'on ne puisse pas à brûle pour point. Moi, ça fait simplement 15 ou 20 ans que je le dis, donc je suis prêt. Mais je veux bien reconnaître que les gouvernants qui n'y ont jamais réfléchi, parce qu'ils pensaient que ça durerait toujours, est un peu de mal. Mais enfin, il faudrait peut-être leur suggérer qu'ils réfléchissent un petit peu. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous sur le principe, sinon sur les modalités. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une société de responsabilité qu'une société de maternage, si vous voulez. Et en France, on est les adeptes du maternage. Que fait l'État? Quand est-ce qu'on me rallonge une allocation ou l'autre? Alors, il y a quand même... Moi, je vois un chantier, d'ailleurs, ce fameux livre, pour vous, c'est vous que vous montriez, dont la thèse, c'est qu'à partir d'un certain âge, il faut se déposséder volontairement, il faut consommer ou donner, ou transmettre à ses enfants, plutôt que d'accumuler. Là, c'est un chantier qui, moi, me paraît nous tendre les bras. Très important. Parce que, si vous voulez, comme vous dites, la consommation peut évoluer, mais, par exemple, le Conseil des prélèvements obligatoires a fait, il y a quelques mois, un rapport tout à fait passionnant qui n'a été pas du tout repris par mes confrères journalistes, que je trouve absolument fascinant, pour montrer, d'abord, les écarts de revenus entre les seniors, comme vous et moi, et les gens qui travaillent, qui sont, disons, en activité, en âge d'activité, en pleine activité, qui a montré les écarts de patrimoine, qui sont encore plus substantiels que les écarts de revenus, et, dernière statistique, les prélèvements obligatoires sur des gens en fonction de leur tranche d'âge. Et on voit que, entre 45 et 54 ans, par exemple, on a un taux de prélèvement tout compris, c'est TVA, impôt sur le revenu, taxe d'habitation, prélèvements sociaux, etc. On a un taux de 55%. Et à 80 ans, ce taux n'est plus que de 26%. Donc on voit que nous avons un déséquilibre démographique hallucinant entre une population de gens âgés nantis et une population de gens actifs et qui triment et qui n'arrivent pas tout à fait à joindre les deux bouts. Et là, il me semble qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un peu plus de vases communicants, si vous voulez, je ne dis pas que ce soit à l'État de le faire, qui aillent des uns vers les autres, parce que ce déséquilibre est absolument monumental. Il est insoutenable. Alors, pour revenir aux retraites, il y a alors c'est intéressant. Vous savez que pour essayer de rééquilibrer ou d'éviter qu'il y ait trop de dérapage des régimes de retraite, on a 3 méthodes. Ou bien on travaille plus longtemps, ou bien on augmente les cotisations, ou bien on baisse les prestations.
Alors, pour le moment, on a choisi surtout de travailler plus longtemps, d'allonger la durée qui donne droit à une retraite pleine et entière. Parce qu'on n'a pas trop osé jouer sur l'âge de la retraite, encore que les 70 ans, c'est une très bonne idée. Tout le monde a hurlé alors que c'est facultatif. Enfin bref, c'est hallucinant que tout le monde soit plaint de cette mesure. Enfin, toujours est-il que on a surtout joué là-dessus. On s'aperçoit que les salariés, quand on les interroge, il y a un sondage récent du journal du dimanche, je crois, où il apparaît que s'ils cotisaient plus, ils seraient contents de cotiser plus avec l'idée qu'ils auraient autant que ceux d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas vrai, ils n'auront jamais autant, même s'ils cotisent plus. Donc c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Mais cela dit, je ne suis pas hostile à l'idée. D'ailleurs, le gouvernement aimerait bien relever les cotisations, mais ça fait des prélèvements obligatoires supplémentaires. Il veut le faire au 1er janvier, 0,3%. Il va peut-être pas le faire, d'ailleurs, c'est pas décidé. Mais la chose qu'on peut faire, c'est non pas de baisser les prestations, mais de dire, eh bien, on augmente de moins que l'inflation les pensions de retraite. Alors, mes amis de sauvegarde retraite vont hurler, ils défendent les intérêts des retraités, mais moi je dis, regardez les statistiques, les retraités ont non seulement du pouvoir d'achat, mais du pouvoir d'épargner, dont ils usent d'ailleurs, et donc ça veut dire qu'en France, globalement, il n'y a pas de problème des retraites. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc toute personne qui me dirait pourquoi, dernière statistique sur le minimum vieillesse, vous avez 200 000 vieilles dames qui sont au minimum vieillesse. Il y en avait 3 millions il y a 30 ans. Donc vous voyez quand même le problème est plutôt bien géré. Et il y a plus de gens pauvres d'ailleurs chez les salariés que chez les retraités. Donc là, il y a sûrement une variable d'ajustement qu'on peut utiliser, c'est-à-dire, alors encore une fois, ça fera hurler, mais ça ne fera pas, ça ralentira pas la consommation puisque la plupart du temps les gens épargnent. Donc si vous voulez, donc c'est pas un vrai problème. Enfin, il n'empêche que ce problème des retraites est quand même, qu'on le veuille ou non, un problème qui est fondé sur une base qui est plus que discutable selon nous, puisque il est fondé sur une répartition qui par définition frappe ceux qui travaillent, les actifs, au profit des retraités. Et dans l'histoire, les problèmes la discordance que vous avez soulignée entre les revenus des retraités et ceux des actifs se règle par un moyen très simple qui s'appelle l'inflation. Actuellement, nous ne sommes plus dans une phase où l'inflation peut se développer facilement parce que la Banque Centrale Européenne y oppose un veto efficace jusqu'à présent. Ouais. Mais imaginons que l'euro explose, alors là... Oui, que l'euro... Oui, mais si vous voulez... Vous parliez de la Grèce. Non, mais le problème de l'euro, c'est que on peut dire peut-être que l'euro est surévalué, mais aujourd'hui les gens vendent du dollar, ils vendent, ils vendent. Voilà. Le problème c'est qu'est-ce que vous achetez quand vous vendez. Voilà. Ils vendent. Voilà. Vous pouvez pas acheter que du franc suisse. Le franc suisse c'est trop petit. Qui est la monnaie, une des monnaies refuges. Mais je dirais relativement, il y a une relative pas stabilité, mais disons que la zone euro apparaît pour des investisseurs qui voient ça de très loin, qui ne voient pas l'écart entre la Grèce et l'Allemagne, comme c'est une monnaie qui est facile à échanger, et puis qui a une petite rémunération, puis ça rapporte 2%, alors que le dollar ne rapporte plus rien. Donc la question c'est que si c'est pas l'euro, c'est quoi? Parce que si on veut investir dans une monnaie et qu'on est contre le dollar, qu'on est contre la livre sterling, qu'on peut pas acheter les yuan chinois de toute façon qui est dans le pays contrôlé, et j'ajoute que on est contre un peu le yen parce qu'on voit jamais très bien en ce moment on voit l'économie japonaise. En plus, c'est une monnaie qui a la réputation d'être contrôlée. Les Japonais évitent qu'elle ne s'envole trop. Si vous voulez, l'euro devient une espèce de monnaie refuge par élimination. Cela dit, pour parler de l'inflation, normalement, avec tout l'argent que les banques centrales mettent dans le système, ça doit produire, d'après la théorie économique, ça produit l'inflation. Ouais. Oui, mais à partir du moment où si les gens ne consomment pas et qu'il y a de la récession, les prix baissent. Donc on aura peut-être de l'inflation dans 2-3 ans. C'est peut-être un problème sur lequel on sera amené à se pencher, à réfléchir, mais pour le moment il n'est pas tout à fait d'actualité. Bon, mais effectivement, voilà un tableau qui, il faut le dire, est quand même très inquiétant. Oui, et vous ne l'avez pas noirci volontairement. On a la possibilité d'être équitable quand on traite d'une situation. Il n'empêche que on va inévitablement vers des révisions déchirantes. Elles auront lieu partout.
Et je pense qu'elles vont avoir lieu également dans des cadres étatiques. Je pense que on voit bien la façon dont ont joué les États, notamment les États européens, qui sont quand même, en principe, dans une monnaie unique, ceux qui l'ont accepté, qui ont un cadre institutionnel. N'oublions pas quand même que 80% de nos lois sont d'origine européenne. Oui. Et pourtant, tout le monde y est allé en ordre dispersé, qu'on soit dans la zone euro ou pas. Madame Merkel ne veut pas relancer, elle a de bonnes raisons d'ailleurs pour ne pas le faire. Oui, oui. D'un autre côté, les Anglais, eux, jouent à fond sur la TVA, ils ont baissé de 2 points. On a l'impression que tout ça, malgré les efforts de Nicolas Sarkozy, qui s'est vraiment beaucoup démené, mais sans obtenir quand même de résultats mirobolants, mais pouvait-on en avoir, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il qu'on est actuellement dans une situation où même l'Europe est discutée. C'est vrai, mais si vous voulez, il faut regarder, on peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que pour le plan de sauvetage européen du secteur bancaire, disons ces principes de base, qui ont été hérités des principes de M. Brown en Angleterre, se sont avérés plus efficaces que ce que les Américains avaient conçu 15 jours avant. Donc on voit bien que l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur un package bancaire, mais l'application de ce package, ça dépend des pays, parce que si vous voulez, les banques, elles sont de droit national, elles sont pas de droit européen. Donc on peut pas dire la BCE va régler le problème des banques européennes. Non, c'est la Banque de France pour les banques françaises, plus le Trésor français, comme on l'a vu. Donc il y a déjà ça, c'est que nous sommes, il ne faut pas oublier que même si on est un marché unique, plus ou moins unifié, il reste des États et il reste des règles qui sont valables. Alors c'est vrai aussi au niveau des plans de relance, parce que on ne peut pas imaginer un plan de relance européen alors que vous avez un consommateur, par exemple, un consommateur allemand qui ne consomme pas depuis des années, donc aller mettre du charbon au niveau de la consommation en Allemagne, ça ne sert strictement à rien, ça Mme Merkel le sait. En France, on est, au contraire, l'économie française depuis des années était soutenue par la consommation. C'est pour ça que notamment la gauche dit, il n'y a qu'à donner de l'argent aux consommateurs et vous verrez, ça marchera. Simplement, on lui répond, faites attention, quand vous donnez 1 euro à un consommateur de base moyen, eh bien, il y en a 40 centimes qui vont à l'achat de produits importés. Donc, on n'est pas sûr que ce soit le meilleur outil. Donc, tout le monde tâtonne un petit peu sur les outils de relance. Non. La chose qui apparaît, c'est que tout de même, ce qui est intéressant, c'est l'eau au moulin des fameux keynésiens par rapport aux monétaristes. On voit bien que, laisser les systèmes financiers notamment s'autoréguler, ça aboutit au désastre. Donc il faut de la régulation, pas nécessairement de l'intervention étatique, mais de la surveillance de la part de superstructures. Il n'a pas été exercé en fait, voilà. C'est ça le problème. Et ça c'est la faillite de M. Greenspan. Et puis quand le coût du crédit est très bas, eh bien les gens font beaucoup de bêtises. Alors ils l'ont fait au début des années 2000. Mais maintenant, il est de nouveau très bas. Enfin, il est officiellement très bas, le crédit officiel, mais comme les banques sont fauchées, le coût réel du crédit n'est pas aussi bas. Et on peut espérer que cette fois-ci, on fera moins de bêtises que la fois précédente. Voilà une conclusion pleine de bon sens. Cher François De Witt, merci beaucoup. Je rappelle vos livres. Appauvrissez-vous, ce n'est pas un ordre, mais un conseil fortement motivé, aux éditions Bourrin Éditeur. Et puis, pour un avenir que j'espère proche, Argentissime, le guide complet de vos placements aux éditions de l'Express. Madame, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Gardez courage dans ce grand maelstrom qui nous emporte tous vers un destin que nous ignorons. À bientôt et vive la France.